Ce site se situe entre Béziers et Montpellier, proche de Sète, entre Metz et Montagnac. Donc on est à 5 km de Metz dans l'Hérault. Moi je travaillais sur des dinosaures, puisque ça fait quand même une bonne quarantaine d'années que je travaille sur ce sujet. On trouvait des dinosaures côté français, côté espagnol, donc ça veut dire l'Ariège, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne. Régulièrement, j'allais faire des fouilles en Provence, sur la Sainte-Victoire, sur la montagne de la Sainte-Victoire, derrière Aix-en-Provence. Là, un jour, j'avais le temps, j'ai décidé de me promener, de prospecter, et je me suis retrouvé par hasard sur l'ex-route nationale 113 qui part de Toulouse et qui va jusqu'à Marseille, donc qui passe à Metz. À partir de là, j'ai commencé à creuser un petit peu, et j'ai trouvé des pontes, donc plusieurs œufs de dinosaures. Après, j'ai essayé de faire le tour complet du gisement, j'ai mis 2 ans. C'est un gisement qui fait 50 km², donc qui mesure à peu près 15 km de long sur 5 km de large. J'ai découvert ce gisement en 1996 et puis on a ouvert le parc en juillet 1997. Ça nous a permis de protéger toute la zone et éviter le pillage organisé dans tout ce secteur. L'objectif du musée à la base, c'est de pouvoir faire des fouilles et faire de la paléontologie, c'est-à-dire étudier le gisement de Metz. Mais pour ce faire, on est obligé de récupérer de l'argent, puisque l'État français est totalement défaillant en la matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent pour la science. Donc on a trouvé, nous, cette façon d'opérer, et grâce à cet argent, on continue à pouvoir faire nos fouilles et à pouvoir aussi payer nos salaires. Nous fabriquons nos dinosaures à partir de l'étude du squelette. On va étudier les tendons et les muscles. En fait, quand on étudie un os, on s'aperçoit qu'il y a des insertions musculaires. Les muscles s'accrochent à cet os et en étudiant ces insertions musculaires, on peut connaître la taille et le volume du muscle ainsi que du tendon. Donc partant de ce principe, on peut faire une sculpture à partir du squelette et remettre les muscles et les tendons par-dessus. Ensuite, il faut habiller tout ça avec de la peau. Alors là, le problème qu'on a, c'est qu'on a trouvé une vingtaine de peaux fossilisées, donc de peaux de dinosaures fossilisées sur la planète. Et à partir de ces restes de peau, on fabrique des tampons, comme vous allez le voir sur le dinosaure qu'on est en train de fabriquer. Quand on étudie les dinosaures, on se rend compte qu'il existe pratiquement 1500 noms différents, 1500 vraies espèces de dinosaures. Bon, on connaît davantage de noms puisqu'on arrive presque à 2500 noms. Mais il y a des dinosaures qui ont... Le même dinosaure peut avoir 3 ou 4 noms différents. Donc là, ici, on a une cinquantaine d'espèces de dinosaures, un petit peu de tout, des carnivores, des herbivores, des crânes. On a quelques reptiles volants, dont un squelette entier, où vous pouvez passer dessous. On a des reptiles marins, on a du mosasaure, on a aussi des tortues, on a des végétaux, puisque quand on fait des fouilles sur le bassin de Metz, on trouve des dinosaures, mais on trouve des œufs, mais on trouve aussi des végétaux, des tortues, des poissons, des crocodiles, et même quelquefois des dents de petits mammifères qui vivaient, qui étaient contemporains de ces fameux derniers dinosaures. Dans les vitrines du musée Parc, en fait, il y a 80% de vrais fossiles, 20% sont des moulages, en grande partie, donc les gens voient du vrai, il y a de vrais œufs, il y a de vraies griffes, de vraies dents, de vrais crânes, il y a de vraies empreintes de pas. Il y a même des vrais excréments fossilisés, c'est-à-dire il y a des coprolithes, donc copros c'est excrément, lithe c'est pierre, et donc on a même ça aussi dans les vitrines. J'ai prospecté et trouvé des choses en Tunisie, en Libye, en Égypte. Il y a donc des fossiles de tout le bassin de Metz-Vilverac, c'est-à-dire du Rhabdodon, du Structosaurus. Donc, ce sont des dinosaures qu'on a trouvés ici, mais bon, ce sont quand même des dinosaures qui ont été flottés, qui ont été drainés et traînés par des crues successives, donc on ne trouve pas de squelette entier. Chaque fois qu'il pleut, l'eau
dégage une partie du sol, donc il y a une érosion qui se produit et fait découvrir des choses qu'on n'avait pas vues. Donc chaque fois qu'il pleut beaucoup, je refais un petit peu le tour du parc, je trouve des choses, mais je refais aussi le tour du gisement en entier, où là je trouve beaucoup de choses. Il y a tout un vallon au fond du parc où on a découvert le petit œuf qui porte mon nom. Ensuite, on a trouvé du titanosaure, donc des œufs relativement ronds. On trouve pas mal de choses ici, mais bon, comme le gisement fait 50 km², on peut fouiller dans le parc, mais on peut fouiller ailleurs aussi. Quand j'ai découvert ce gisement d'œufs de dinosaures, la presse s'est emparée de la découverte. Ils ont fait des articles dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai monté ce parc ici, pour essayer de sauvegarder, de sauver ce gisement. Mais il est vrai que tout autour, de temps en temps, ça m'arrive de trouver des trous. C'est-à-dire ils ont prélevé des œufs. Bon, de moins en moins aujourd'hui parce qu'on surveille, on y est, mais ça arrive encore. Le site de l'évolution se trouve dans la continuité du site des dinosaures, puisque c'est la même forêt qui a été partagée presque en deux. Le musée de l'évolution a été créé en 2004, tout simplement parce que c'était trop à faire au départ. Et on avait souvent la question, et après les dinosaures, qu'est-ce qui se passe? C'est un musée qui va renseigner les gens depuis la découverte du premier petit mammifère il y a 65 millions d'années, en passant par les grands singes qui vont amener petit à petit jusqu'à l'Homo sapiens et la sédentarisation. C'est-à-dire voilà, toutes ces étapes où on a 7 millions d'années avec les premiers hommes qui vont être bipèdes, enfin les premiers homininés qui vont être bipèdes, et ensuite on suit un chemin qui est bien à nous, parce que l'évolution en fait de l'homme, c'est une évolution buissonnante. Donc nous mettons les périodes essentielles qui peuvent renseigner les gens sur ce qui s'est passé depuis 65 millions d'années et qui vont amener un jour à ce que nous sommes aujourd'hui. Les pièces du musée de l'évolution, nous les avons achetées à différents musées dans le monde pour essayer d'avoir un panorama général et expliquer surtout comment s'est passée l'évolution depuis le premier petit mammifère découvert jusqu'à l'Homo sapiens. Nous avons la chance d'avoir des artistes anatomistes aussi, qui peuvent s'occuper de la fabrication et des réalisations des reconstitutions, par exemple de dinosaures. On a sans arrêt à apporter des rectifications, donc qu'est-ce qu'on fait? On va les peindre, y mettre de la résine, les nettoyer bien entendu, voilà, c'est quotidien, donc ça ne doit pas nous échapper. Nous avons beaucoup d'enfants, bien sûr, qui sont amenés par les parents, voir cette grande aventure scientifique qui concerne l'homme, et en plus c'est de manière tellement ludique que du coup ça leur plaît et ça devient une sortie sympa dans un endroit idyllique, un bois couvert. Donc on a une clientèle familiale. Ce qu'ils aiment, c'est voir comment on peut déterminer donc, du squelette. Par exemple, ici, on a le squelette de Lucie en face, jusqu'à pouvoir faire ce qu'on appelle un diorama, c'est-à-dire une scénographie. Et là, c'est parlant. Et je dois dire que les scénographies leur plaisent beaucoup. À part la visite pure et simple du musée, nous avons donc une aire où les enfants et tout le monde peut s'essayer à couper, trancher, sculpter ou broyer, etc. Nous avons des pots de bêtes et à côté nous avons mis les outils qu'avaient donc les hommes préhistoriques, type racloir, perçoir, et ils vont chacun pouvoir jouer à l'homme préhistorique pendant le temps qu'ils veulent, qu'ils souhaitent.
Le musée, il a d'abord grandi. On a doublé la surface, on a doublé le nombre de vitrines, on a doublé le nombre de dinosaures et de squelettes. Ce musée-parc, en fait, même s'il est dans la forêt et qu'il est loin de tout, il reçoit beaucoup de visiteurs. On est entre 80 et 100 000 visiteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on le positionne en Occitanie, on doit être dans les 10 ou 15 sites les plus fréquentés, donc de toute la région. On a monté ce musée-parc pour être au milieu du gisement, pour connaître tous les voisins qui sont des viticulteurs, qui ont tous de très grandes propriétés, entre 200 et 500 hectares, et donc les motiver pour qu'ils surveillent et qu'ils protègent. Nos objectifs, c'est donc toujours d'apporter des améliorations dans le parc, de faire des reconstitutions. Pour cela, bien sûr, on attend les saisons calmes, c'est-à-dire l'hiver. Il se distingue des autres tout simplement parce que c'est un musée de site, c'est-à-dire qu'il est positionné directement sur le gisement qu'on a découvert. Donc là, les visiteurs marchent sur les terrains qui contiennent les vrais œufs de dinosaures. C'est une grande aventure scientifique qui permet aux familles d'amener les enfants. Et ça, c'est important parce qu'ils vont voir des choses très intéressantes, des animaux qui leur font très très peur. Mais comme ils savent très bien qu'ils ont disparu, ils jouent à se faire peur et ça, c'est extraordinaire pour eux. Ils voient du vrai, puisqu'ils nous posent régulièrement la question quel est le pourcentage de fossiles vrais dans les vitrines. Donc comme ils voient 80 à 90% de vrais fossiles, ça ils le retiennent énormément. Ils retiennent aussi le fait d'avoir vu des dinosaures à taille réelle. L'enfant retient et voit qu'un dinosaure, ça peut être très grand, bien que ça ne soit pas les plus grands. On a trouvé beaucoup plus grand que ça.